Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas sûr. Ah si, ça arrive sur le chat, je vois les messages. Je ne sais pas pourquoi mon retour là ne marche pas, mais c'est pas très très grave du moment où vous me voyez, c'est bon. Ah ben parfait. Si vous m'entendez que vous me voyez, tout est bon. Merci d'être là encore ce soir pour la suite de mardi dernier où on n'avait pas fini de faire tourner nos hypercubes. Parfait. Alors, plusieurs nouveautés ce soir. Déjà, premièrement, ma chaise ne grince plus. J'ai changé de chaise. Ouais, voilà. Et puis, Egaciol, le chat sur le côté, effectivement, j'ai bricolé ça cet après-midi. Enfin, j'ai bricolé, j'ai regardé comment on faisait sur Internet et j'ai appliqué la méthode, quoi. Et effectivement, ouais, j'ai mis le chat sur le côté. Alors, premièrement, c'est probablement plus pratique pour pouvoir bien le voir, à la fois pour moi et peut-être pour vous aussi. Et puis aussi pour les replays, après, quand je le mets, alors quand je poste sur la chaîne secondaire, je me suis rendu compte. Donc, déjà, le précédent live de mardi dernier, ça a marché, l'enregistrement, cette fois, contrairement au premier qui a été perdu. Et donc, je l'ai posté sur la chaîne YouTube secondaire, donc MadDrop. Mais effectivement, le chat n'est plus là, donc on me voit réagir à vos messages dans le chat, mais comme on ne le voit pas, ça tombe un peu dans le vide par moment. Donc effectivement, c'était je pense que c'est plus pertinent de mettre le chat sur le côté. Ah, merci Didao. Ouais, heureux de vous retrouver. Moi aussi, ça me fait super plaisir de faire ces lives. Oui, alors si tu as raté les deux précédents, le dernier effectivement est sur la chaîne YouTube, mais le tout premier a été perdu, mais c'est pas grave. On en fera d'autres de plein de styles différents, donc il y aura encore de la chaîne. Il y aura encore de quoi faire, de quoi décorer. Je ne sais pas si je retraiterai du sujet que j'ai fait dans le premier, parce que bon, je ne l'ai pas fait de façon parfaite. Puis c'est un sujet qui était. En fait, on a parlé, on a lu l'article sur d'une découverte récente qui a été faite, comme quoi le puzzle de Dudley est optimal. Ah, la lumière est meilleure. Ah bah tant mieux. Alors oui, j'ai un peu bougé mon éclairage qu'il y a ici. Donc si ça rend mieux, tant mieux. Peut-être il est sur perdu.com. Je sais pas. À mon avis, il est définitivement hors l'internet et hors tout. Ouais, donc j'ai bougé un petit peu, je vais faire des essais. Je vais commencer aussi à installer peut-être des petites lumières après derrière sur les étagères. J'ai bricolé les étagères la semaine dernière parce que j'étais pressé. Alors d'ailleurs, dans le tout premier live qui a été perdu, les étagères ne sont pas encore dans le mur derrière, il y a juste un mur bleu, je venais juste de le peindre. Et j'annonçais la montée prochaine des étagères. Et j'ai fait ça dans la foulée. Et je me suis inspiré, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais j'ai fait des étagères anti-gravité. Ici, là, sur le côté, vous avez une étagère qui est pas dans le bon sens, enfin, qui est pivotée de 90 degrés. Et vous en avez une autre, là, ici, pivotée de moins 90 degrés. Et voilà, c'est l'idée de. Je cherchais un petit twist aussi, un peu comme l'autre point de vue que j'ai dans mes vidéos sur YouTube où il y a l'anamorphose. Alors l'anamorphose, elle est juste ici. Je ne sais pas si je peux vous la montrer. Hop, je bouge un peu la caméra. Hop, attendez. Vous voyez, elle est là. Alors comme je suis un peu en travaux, ça se. Alors je ne sais pas si je vais réussir à trouver le bon point de vue pour vous montrer l'anamorphose. Il faut que je me rapproche un peu de là. Hop. Est-ce que ça le fait là? Non, il faut encore aller un peu plus loin. Ah, là, ça le fait peut-être. Vous pouvez avoir l'impression que le mur se prolonge. Et en fait, eh bien pas du tout. Là, vous arrivez sur le mur. Et en dessous, il y a mes brouillons, mon ordinateur, etc.
Et voilà, et donc je cherchais un petit twist pareil pour le deuxième décor, et j'ai pensé à cette gravure d'Escher que vous connaissez peut-être, où on ne sait pas où est le haut, le bas, etc. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire des étagères un peu dans tous les sens. Je vais essayer aussi de le... Après, je vais les meubler un petit peu plus. Il y en a une qui n'est pas dans le champ, mais qui est tout en haut, là, au-dessus de ma tête. Et celle-ci, je vais essayer de la mettre carrément à l'envers, avec des objets accrochés à l'envers. Bon, c'est encore un peu, encore un peu en bricolage. Est-ce que j'ai prévu de faire alors des lives avec des invités comme pendant le confinement? Pour l'instant, il n'y en a pas de planifié, mais oui, oui, ça fait totalement partie des choses que j'envisage. Je ne sais pas encore avec qui, mais ouais, carrément. Faut juste que j'organise ça. Je pense que pendant quelques temps, je vais d'abord essayer de bien prendre mes marques en solo, et puis après, quand je me sentirai un peu plus à l'aise, disons, parce que si j'implique d'autres gens, j'ai envie d'être, de pas les inviter et que ça se passe mal, que ça bug, que je maîtrise pas tout. Donc je préfère d'abord un peu faire des essais tout seul, et puis après, on verra. Ouais, ça va très bien, Imprimante. Et toi? Ouais, faire un... Oui, donc celui à 180 degrés, il sera au-dessus. Ouais, des quiz aussi. Des quiz et puis des jeux. J'aimerais bien tenter de faire des jeux avec vous. Je ne sais pas encore exactement comment. Il y a notamment... alors, je ne sais pas si vous savez, mais toutes les semaines, dans le journal Le Monde, je propose des énigmes. Et là, cette semaine, l'énigme qui est sortie, le but du jeu, c'est de trouver un plateau. Donc, je propose de chercher un échiquier dont les cases en noir et blanc ne sont pas coloriées de façon traditionnelle avec une alternance noir-blanc, en respectant certaines règles géométriques. Et derrière, j'ai essayé d'inventer un jeu qui se jouait sur ce nouveau plateau qui arrivait, et ce sera l'objet de l'énigme de la semaine prochaine. Et j'aimerais bien tester ce jeu, peut-être en direct, donc ça peut être assez sympa. Mais ouais, carrément des quiz. Ouais, ça peut être vraiment top de faire ça. Bon, alors si on se remettait à nos hypercubes maintenant, alors on va reprendre là où on en était la semaine dernière, pas la semaine dernière, en début de semaine, mardi. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, on va juste... Ah non, ça c'est le brouillon. Oui, d'ailleurs, je suis passé, c'est sur YouTube, on m'a conseillé de changer pour Xurnal ou Cournal, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Hop, c'est ici. Donc, je vais tester une nouvelle tablette, enfin un nouveau tableau pour écrire et pour me servir de brouillon. Donc, mardi dernier, nous avions fait ceci. Donc, c'est en... Alors, comment ça... Ah oui, peut-être je ne suis pas au bon endroit là, parce que du coup, je cache vos derniers messages. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ça. Excusez-moi, je découvre en fait, effectivement, les derniers messages arrivent en bas, donc c'est mieux de voir ça et de ne pas voir ceux qui sont en haut. Bonsoir, Ashtrumpf. Alors, on avait fait ce code-là, donc c'est en vrai, hein, comme je vous l'expliquais. Alors, juste pour mettre les choses au clair pour ceux qui n'étaient pas là, et puis remettre les idées en place si vous étiez là. Donc, on commence par inclure... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais, c'est bon. On commence par inclure voilà, une bibliothèque de couleurs parce qu'après j'utilise certaines couleurs pour pouvoir colorier même ma représentation en 3D d'Hypercube. Donc ça, c'est un truc que je mets à peu près systématiquement à chaque fois que je fais des représentations en 3D. Ensuite, on place notre caméra. Donc on est en 3D. Donc la caméra se trouve en un point qui a 3 coordonnées. Ici, on avait choisi 5, 4, 3. Et elle regarde vers le point 0, 0, 0, donc vers l'origine du repère, parce que c'est là qu'on a placé notre cube dans un premier temps, puis notre hypercube après quand on est passé à la suite. On a mis une source de lumière, parce que si on n'éclaire rien, ça donne tout noir et on ne voit rien, qu'on a placé ici derrière la caméra en gros, une lumière blanche. J'ai déclaré certaines couleurs, donc en RGB, donc rouge, vert, bleu, parce que c'est des couleurs que j'aime bien, avec lesquelles je fais d'habitude mes animations, notamment pour celles qui sont sur la chaîne.
Et après, donc, on arrive un peu dans le cœur du sujet. On a ici la déclaration d'un tableau qui contient tous les sommets de l'hypercube, donc en 4D. Donc, il contient 16 entrées, 16 sommets qui sont 16 quadruplés de coordonnées, puisque chaque point en 4 dimensions possède 4 coordonnées. Alors, en voilà un. Donc, les vecteurs ou les points, les coordonnées de points dans POVREI se notent comme ça entre inférieur et supérieur. Et donc, on a choisi, donc en fait, ces 16 points-là, c'est toutes les combinaisons qu'on peut faire avec des 1 et des moins 1. Donc là, ici, le premier, c'est juste 1, 1, 1, 1. Le dernier, c'est moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Et puis entre les deux, vous avez toutes les combinaisons, moins 1, 1, moins 1, 1, etc. Et donc ça donne un cube, un hypercube, pardon, en dimension 4, qui est centré en 0 hein, et qui a un côté égal à 2. Puisque de 1 à moins 1, on a 2. Et donc qui a un hypervolume égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors on multiplie les 4 dimensions, donc ça fait 16. 16 d'hypervolume. Hello, Dr Bronian. Ensuite, on avait défini quelques fonctions. Alors la première, c'est length, donc la longueur, enfin la norme d'un vecteur, mais un vecteur en 4 dimensions. Il y a une fonction prédéfinie dans POVREI pour la norme d'un vecteur en 3 dimensions. Mais là, comme on est en 4 dimensions, ça ne marchait pas la semaine dernière, donc j'avais redéfini cette fonction. Peut-être qu'en allant chercher sur le site de POVREI, dans la documentation, on peut trouver... peut-être que ça existe en fait une fonction prédéfinie, mais je ne l'avais pas là en tête, donc ça ne prend pas beaucoup de temps à faire, hein, c'est juste le théorème de Pythagore, on prend la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Et donc ça c'est pour la suite, parce qu'on se sert, hein, des fois on va avoir besoin de connaître la distance entre différents points. Et ici on a notre fonction de projection. Alors c'est là-dessus qu'on va travailler un peu aujourd'hui, parce que la semaine dernière ce qu'on faisait c'était juste une projection orthogonale sur l'espace x, y, z. Donc les 4 coordonnées en 4D, c'est x, y, z, t. Et donc il suffit d'enlever la dernière coordonnée et paf, on a une projection sur x, y, z, sur l'espace x, y, z qui a 3 dimensions. Si on fait un petit schéma par exemple pour avoir l'équivalent en 3D, bah, on a disons x, y et z comme ça. Bah, si on a un cube dans l'espace, alors comment je le dessine pour que ça se voit, hop. On a un cube comme ça dans l'espace. Non, je vais recommencer, je l'ai mal fait. Je vais essayer de ne pas intersecter avec les axes. Et que tous les points de ce cube, non, peut-être que je ne vais pas le dessiner là, en fait, je vais plutôt le dessiner hop, ici, ce sera plus simple. Sinon, encore une fois, mon dessin ne va pas être joli. Et que tous les points de ce cube, eh ben, on leur enlève leurs coordonnées z, eh ben, paf, ils vont se retrouver aplatis sur le plan xy. Et donc là, on va avoir la projection de toute cette arête, en fait, hein, de tous ces deux points-là, qui va se retrouver là. Pareil pour ce point-là qui va se retrouver ici, et puis ces deux points-là qui vont se retrouver quelque part par là. Et donc notre carré, notre cube va devenir un carré. Mon dessin est très moche, mais j'imagine que vous avez le principe, ça va. Donc c'était exactement ce qu'on fait, mais en 4D, c'est-à-dire qu'on a 4 coordonnées, paf, on enlève la quatrième, et voilà. Ensuite, on avait défini alors, 2 fonctions de rotation, donc, parce qu'on voulait faire tourner notre hypercube, évidemment, le but c'est d'avoir une animation, on veut avoir quelque chose qui tourne. Donc on avait défini rot xy, donc la rotation qui laisse fixe, donc qui tourne autour du plan XY. Parce que vous savez, si on est en 2D, une rotation, ça se fait autour d'un point. Si on est en 3D, ça se fait autour d'un axe en une dimension.
Donc à chaque fois, une rotation, ça se fait autour d'un axe qui est de dimension d-2 par rapport à la dimension dans laquelle on est. Donc en 4D, on tourne autour d'un plan. Donc là, notre rotation, elle laisse les coordonnées x, y fixes, et puis elle fait tourner les coordonnées z et t. Et puis on en avait défini une autre, y, z, donc où on tourne autour de l'axe y, z. On aurait pu définir les 6, hein, il y en a 6 au total, en tout cas des rotations qui sont selon les directions des axes, c'est-à-dire qu'on laisse à chaque fois 2 axes fixes et puis on tourne autour des 2 autres axes. On fait tourner, pardon, les 2 autres axes. Alors oui, je vais montrer le rendu qu'on a actuellement. Alors hop. Alors là, on a un cube. Pourquoi? Parce que justement là, on n'a pas encore appliqué de rotation. Ou en tout cas, là, par défaut, alors si, on a une rotation, mais par défaut, l'angle est égal à 0. Là, comme j'ai généré qu'une seule image, il va falloir en générer plusieurs. Oui, après le live de mardi, la plus grande diagonale de l'hypercube est de 4 aussi. Oui, c'est ça, oui, parce que dans un hypercube, ouais, alors dans un carré en dimension 2, la diagonale est égale à racine de 2 fois le côté. Dans un cube en dimension 3, c'est racine de 3 fois le côté. Et si on est en dimension 4, c'est racine de 4 fois le côté. Et donc, racine de 4, c'est 2. Donc, la diagonale d'un hypercube vaut 2 fois la longueur du côté. Mais alors, pour faire une animation, oui, donc il faut générer... Donc, on avait déclaré un angle ici qui va alors, clock, dans Povray, par défaut, c'est un nombre qui va de 0 à 1. Donc, en faisant 2 fois pi fois clock, on va de 0 à 2pi. Donc ça veut dire on va faire un tour complet. Et puis le plus 0,001, c'était un peu une arnaque. J'aurais dû, si on voulait faire les choses proprement, il aurait fallu faire différemment, mais c'était juste parce que sinon on avait des arêtes dans la projection. Quand on fait pile poil la projection orthogonale, comme dans le cube tout à l'heure que je vous ai montré, on a des sommets qui se retrouvent pile poil au même endroit, et donc quand on lui demandait de tracer l'arête, c'est-à-dire le cylindre, et bien, comme les 2 points extrêmes étaient confondus, ça le faisait bugger. Donc au lieu de commencer à 0, on commence à 0,0001, ce qui revient à peu près au même, mais qui évite que ça bug. C'était juste histoire de résoudre le problème rapidement plutôt que de le faire proprement. Alors si on veut faire l'animation, on va générer plusieurs images. Par exemple, là, on peut en faire allez, 20. Et on va voir notre hypercube qui se met à tourner. Et alors là, on voit que selon les angles, eh bien, les sommets... alors oui, comme on fait un tour complet, tous les 90 degrés, eh bien, ça se réaplatit comme ça, vous voyez. Donc on revient sur un cube à la fin. Mais entre les deux, il n'y a pas de... Voilà, on voit bien les 16 sommets qui sont à des endroits différents. Y a-t-il un intérêt à programmer une vraie image 3D pour visualiser l'hypercube de façon plus claire? Anaglyphe, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas le mot anaglyphe. Ah, par rapport à une simple projection 2D, le truc, c'est que le fait d'utiliser un logiciel 3D, là, ça donne des effets d'ombre. Ça donne des effets d'ombre et de lumière qui fait que notre cerveau est habitué, quand on voit ce genre d'image, à l'interpréter en 3D. Là, on voit vraiment un cube. Si on le regarde, notre cerveau comprend que c'est un cube parce qu'on a vraiment cette habitude-là. Donc, parce qu'il y a aussi un jeu d'ombre, vous voyez là les petites sphères qui sont au sommet, elles sont pas d'une couleur uniforme, quoi. Il y a l'effet du logiciel 3D. Si on projetait tout uniquement en 2D, on perdrait un petit peu ça. Par exemple, on ne verrait pas l'arête, vous voyez là ici, cette arête-là, ici, on voit clairement qu'elle passe derrière celle-là. Donc ça, encore une fois, on l'interprète parce qu'on a fait une projection 3D où il y a des ombres qui permettent de comprendre ça.
Si on projetait directement en 2D, eh ben, ce serait un peu plus compliqué à saisir. Donc effectivement, comme on a l'habitude de voir des images 3D, je trouve ça personnellement un peu plus compréhensible de faire la projection en 3D, puis après de laisser gérer la projection de 3D à 2D pour ramener en 2D après par le logiciel 3D. Alors en tout cas, donc on avait fait tout ça et notre fonction, alors on avait défini donc les deux rotations de base et on avait donc la rotation qu'on fait, elle s'appelle là ici rotation rot de P, donc d'un point P et d'un angle θ. Alors là on avait choisi d'enchaîner les deux rotations, mais on aurait pu en faire qu'une seule ou les faire à différentes vitesses. Et c'est effectivement sur cette fonction rotation qu'il va falloir... non, c'est sur cette fonction rotation, on peut la faire varier en tournant autour de différents axes. Mais oui, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est plutôt sur la fonction projection, là ici, que maintenant il va falloir qu'on travaille. Parce que l'objectif, maintenant, c'est d'essayer de produire une projection avec un point de fuite, pas quelque chose de plat et d'orthogonal. Ouais, on pourrait essayer de faire des trucs avec des lunettes 3D aussi, sinon ça pourrait... je ne suis pas sûr d'en avoir dans le coin. En donnant aussi un effet de couleur, ça permet aussi de comprendre, hein, c'est ce qu'on avait fait un petit peu la dernière fois. Vous voyez là, quand je le lance, vous voyez que quand ça tourne, on voit que tous les sommets ne sont pas exactement de la même couleur. Là, je ne les ai pas assez différenciés, mais il y en a qui sont un peu plus jaunes et un peu plus bleus. Et ça, c'est en fonction de la distance dans la 4e dimension que ça fait ça. Alors, en tout cas, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est de faire la même chose, mais avec un point de fuite. Et alors, je reviens là. Hop. On va venir ici, je vais effacer mon petit dessin. Hop. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut coder. Alors, il y a quelque chose que je vois. Ah oui, non, alors selon les points de vue... Ah oui, tout à l'heure, pardon. En fait, j'ai changé la position du chat ici, mais pas sur cette point de vue-là. Donc, on ne voit pas tous les messages. Voilà, on va revenir comme ça, ce sera plus simple. Donc, comment ça marche pour faire une projection avec un point de fuite ou voilà, pour projeter quelque chose de plus réel? Parce que concrètement... Quand on fait une projection orthogonale, ça veut dire que tous les objets, aussi loin soient-ils, apparaissent à la même distance. Vous voyez, imaginez, bah tiens, on a une ligne rose, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser. Imaginons qu'on veut projeter les dessins qui sont sur cette feuille sur la ligne rose là, qui se trouve verticalement sur mon dessin. Bah, si j'ai un segment, on va le faire en bleu, si j'ai un segment qui est ici, bah, lui, il va se projeter là, comme ça. Puis si j'ai un autre segment rouge qui est beaucoup plus loin, je suis tellement loin que je suis sous le chat, il faut que je me décale un peu, et qui fait à peu près la même longueur, comme ça, eh bien, ici, il va faire la même longueur. C'est-à-dire que là, sur notre projection, on les voit à la même taille, alors qu'il y en a un qui est beaucoup plus loin. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, et donc c'est ça qu'on veut modéliser. Et donc ça, bah, pour faire ça, on va prendre un point, par exemple, alors on va le prendre en bleu ici, ici, et on va dire que c'est l'œil qui regarde. Hop, on dessine l'œil comme ça, un petit cil. Et ce qui détermine la position sur la ligne rouge sur laquelle on veut projeter ici, ça va être la direction dans laquelle se trouve l'objet par rapport à l'œil. Donc par exemple, on va pouvoir tracer une ligne rouge qui est ici. Et tous les points qui sont sur cette ligne rouge, que ce soit celui-ci ou celui-là, vont se retrouver à cet endroit ici. Vous voyez qu'en perspective orthogonale, il se serait retrouvé à deux endroits différents. Il se serait retrouvé comme ça. Et là, il se retrouve au même endroit. Et effectivement, avec ce nouveau point de vue, si j'ai ici un segment rouge comme ça. Hop, là, je vais tracer ici cette ligne-là. Et ce segment rouge, il va se retrouver ici. Il va se retrouver ici sur notre ligne.
Alors que si j'ai un segment bleu, alors là, je l'ai aussi dessiné beaucoup plus grand, mais si je le dessine à peu près de la même taille, je ne sais pas comme ça, mais beaucoup plus près. Hop, ah, je ne sais pas faire des lignes droites, je vais y arriver. Et bien là, ici, notre segment bleu qui est beaucoup plus grand, il va apparaître effectivement plus grand. Non, ce n'est pas une projection isométrique, parce que isométrique, justement, ça conserve les distances. C'est-à-dire que quand on est en projection isométrique, à moins, peut-être que je ne sais pas si j'ai du retard sur le message. Si tu parlais de la projection d'avant, où c'est orthogonal, effectivement, non, c'est pas forcément isométrique non plus. La projection isométrique, je ne suis pas sûr exactement de savoir comment on la définit en termes de projection comme ça avec des distances. Mais en tout cas, elle préserve certaines distances. Et dans la projection isométrique, comme dans la projection orthogonale, on va avoir les points qui sont plus loin vont apparaître à la même, enfin, les segments qui sont plus loin vont apparaître à la même longueur. Il n'y a pas cet effet de plus c'est loin, plus c'est petit. Ouais, tu parlais de l'autre. Donc oui, effectivement. Alors je suis pas sûr exactement que ce soit la même chose. Je sais pas si ouais, j'ai un doute. J'ai un doute, mais faudrait vérifier si c'est exactement la même chose. Donc là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire des calculs avec ça. Alors je vais peut-être effacer. Est-ce que j'ai besoin d'effacer? Non, je vais pas. Oui, si, je vais peut-être quand même effacer ceux que j'ai déjà dessinés là. Comment est-ce que si on prend un point, alors on va dire que ici, ici en bleu, on a un de nos axes. En rouge, on a un autre axe. Et donc là, ici, on a notre origine, par exemple. Et donc notre œil, il est à l'arrière, il est à une certaine distance, qu'on peut noter D, par exemple, là, de l'origine. Et on dit qu'on veut projeter sur l'axe rouge. Alors là, on est en 2D, mais vous allez voir que ça va être très facilement transcriptible si on imagine qu'en fait, l'axe rouge, il y a aussi un axe vert qui vient perpendiculairement, et puis éventuellement un troisième. En tout cas, là, ce qui est important, c'est de voir l'axe bleu, parce que c'est celui qu'on a envie de supprimer. C'est celui qu'on a envie d'enlever. Donc, comment on va faire pour le supprimer? Et on imagine qu'on a un point, qui se trouve par exemple ici, et qui a pour coordonnées x et y. Hein, on ne va pas faire original. Hop, x ici et y là. Une fois qu'on a fait ça, il faut regarder où arrive ce point X. Alors, je vais peut-être changer de couleur juste pour varier. Qu'est-ce que je prends? Du orange? Allez, du orange. Donc on va tracer cette ligne-là. Et donc notre point X, sa projection, elle va venir se trouver à cet endroit, ici. Et là, je ne sais pas si vous reconnaissez un peu la figure, si vous voyez ce qu'on va faire, mais on a de ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Donc on n'est pas sur des maths très compliquées, mais voilà, on va appliquer ça. Donc là, ce qu'on cherche, c'est cette distance-là. Hein. Donc c'est ça la coordonnée. On veut savoir de combien le point s'est rapproché de l'origine en étant projeté sur cet axe rouge via cette ligne. Et donc là, si on regarde, là ici, sur ce triangle, on a un côté qui mesure d plus x, x plus d. Ici, hop, les accolades. On a un côté qui mesure y. Et ici, on a un côté. Donc ici, on a déjà noté ce côté-là, je l'entoure, qui mesure D. Et puis là, ici, c'est le point d'interrogation.
Et ces deux triangles, le grand et le petit, bah, ils sont proportionnels. Donc ça veut dire que le point d'interrogation, bah, il est égal à y, hop, pardon, y qui est rétréci d'un rapport d sur x plus d. Parce que c'est le rapport, vous voyez, sur l'axe horizontal, le rapport entre les deux longueurs, c'est d sur x plus d. Donc sur les deux, les deux côtés verticaux du triangle, eh bien, on a aussi ce même rapport qui va s'appliquer, multiplié par d sur x plus d. Et là, bah, en fait, on a notre principe. Si le vecteur n'était pas parallèle à notre axe rouge, cela ne fonctionnerait pas. Alors, quel vecteur? Parce que le vecteur... quel vecteur est... alors, je ne sais pas ce qui est... ce qui est parallèle. Là, il n'y a rien de spécialement parallèle. Le vecteur, c'est la ligne orange. Et là, elle a aucun besoin d'être parallèle spécialement à l'axe rouge. Et alors, comment on définit le théorème de Thalès en dimension 3? Ben, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'être en dimension 3. On peut très bien se dire que notre axe bleu, c'est l'axe qu'on veut supprimer, et qu'en fait, l'axe rouge, bah, plutôt que de choisir un axe traditionnel, eh bien, on le choisit de façon à ce que, vous voyez, on peut le faire tourner. On va le choisir dans notre plan sur lequel on veut projeter, et on va le choisir, on va le faire tourner pour que le point qu'on cherche soit dans ce repère-là. Donc en fait, la seule chose qui compte, c'est le fait que bah, quand on a un point qui a des coordonnées x et y, eh bien, sa coordonnée y, celle qu'on veut garder, elle va être rétrécie d'un facteur d sur d plus x. Et ça va être valable dans toutes les coordonnées. Je ne sais pas si je suis clair là. Je peux essayer de me relancer dans un autre petit dessin explicatif, mais si on imagine que, donc on a, je suis en bleu, donc on a notre axe bleu ici qu'on veut supprimer, et que là maintenant, bah, on a deux axes rouges, hop, comme ça. Donc on est sur un plan, on veut projeter sur un plan. Il faut que je fasse attention, mon axe bleu déborde. Hop. Hop. Hop, je reviens. Ah, changer de couleur. On a toujours notre point œil qui est ici. Et imaginons maintenant qu'on a notre point qui est quelque part dans l'espace. On va tracer notre ligne orange. Et il va croiser notre plan rouge en ce point-là, par exemple. Et bien là, on peut aussi tracer notre configuration de Thalès, c'est-à-dire qu'on va relier ici notre point orange ici à l'origine, et puis ici on va relier aussi comme ça parallèlement. On a juste exactement le même triangle mais qui est penché, on a appuyé dessus, on l'a penché vers l'arrière. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc en fait, là, ce point-là, il va avoir trois coordonnées, donc x, y et z. Et quand on va le transformer, bah, ce que ça va donner, c'est qu'on va avoir donc ces deux coordonnées dans le... Ah, je suis en train de dépasser, il faut que je fasse attention à ça. Je vais réeffacer ça. Donc notre point là ici, je vais venir par là, qui a pour coordonnées x, y et z, quand on le transforme, ces deux coordonnées, ça va être y réduit du facteur d sur x plus d, et z
réduit du facteur d sur x plus d. Et donc là, c'est simplement ces formules-là que maintenant on va aller appliquer à notre hypercube. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on revient dans le code maintenant pour essayer de faire ça? Voilà. Alors je reviens au code. Dites-moi s'il y a quoi que ce soit. Et donc on va, alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas supprimer là, cette fonction proj, je ne vais pas la supprimer, mais je vais simplement la mettre en commentaire, comme ça si jamais on en a envie, on la veut encore, on pourra toujours faire des allers-retours. Et donc on va définir une nouvelle fonction proj. Alors je vais tout de suite mettre le end. Et donc là, bah, ce qu'on a dit, c'est qu'il nous fallait déjà, il faut connaître la vecteur D. Je pense avoir compris. On cherche d'abord les points, puis ensuite on trace les vecteurs. Alors je ne sais pas de quel vecteur tu parles, mais oui, en tout cas, oui, d'abord on regarde le point qu'on a envie de projeter, on trace la ligne, et puis après on choisit d'une certaine manière le plan dans lequel on fait notre Thalès. Et donc, dans le cas de l'hypercube, l'axe rouge serait un espace de dimension 3. Ouais, tout à fait. C'est ces équations qu'on va écrire. Alors, je l'écris et puis on voit, vous me dites si c'est clair. Donc, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, on va garder notre Px, Py, oui, j'aurais même pas dû, oui, j'aurais pu repartir de ce que j'avais déjà. Pz. Donc on a nos trois coordonnées, donc c'est celles qu'on veut garder. Mais ces coordonnées, elles vont être réduites d'un facteur qui est égal à... Donc en fait, plutôt que de les multiplier séparément, comme c'est le même facteur pour toutes, on peut simplement multiplier par d sur d plus p de t. Donc p de t, c'est la quatrième coordonnée, celle qu'on veut supprimer. Alors là, il y a juste un seul problème, c'est que on n'a pas défini ce qu'était t, donc ce qu'était d, pardon, on n'a pas défini la distance. Donc, pardon, pas macro, declare. Il faut déclarer la variable d et on va dire que elle est égale à. Alors comme notre cube, il a un côté 1, on n'a pas envie de mettre notre œil à l'intérieur du cube, donc il faut le mettre au moins à un peu plus de 1. On va même quand même prendre un peu plus de recul, parce que si on se met juste à côté de notre hypercube, on a des points qui vont paraître très très loin dans notre champ de vision, alors que là on veut quand même garder ça un peu dans notre champ de vision, dans un angle un peu restreint. Alors je sais pas, on va l'ajuster de toute façon, disons qu'on met 10 pour l'instant. Donc voilà, et donc on a changé notre mode de projection là. Et donc une fois qu'on a fait ça, bah c'est parti, on essaye. Est-ce qu'on lance, on peut lancer l'animation? Je ne comprends pas. Alors comment on trouve le X? Il faudrait que la caméra soit aussi dans la quatrième dimension. Alors l'œil que j'ai représenté, hein, là ici, l'œil que j'ai représenté, c'est pas la caméra, hein, on est d'accord. C'est le... D'abord, je considère que j'ai un œil en 4D qui regarde en 4D et qui projette, si c'était possible, si j'étais une créature en 4D, je mettrais mon œil là, je projetterais, je regarderais sur un espace en 3D, donc qui est d'une dimension de moins. Et une fois après qu'on a nos points qui sont dans un espace en 3D et que nous, on a fait notre calcul et qu'on a récupéré là, alors on donne ce point en 3D à notre logiciel de 3D, qui lui a sa propre caméra et qui ensuite va regarder d'un point de vue ces points en 3D. Est-ce que c'est bon comme ça? Alors je reviens. Hop, non. Voilà, et c'est parti, on lance, on va voir si ça marche du premier coup. Et là, vous voyez, ah, voilà.
voyez qu'on a quelque chose de différent. Et là, vous voyez que les images intermédiaires, déjà l'image de départ qu'on a vue, eh ben, c'est un cube à l'intérieur d'un cube. C'est une image assez classique de l'hypercube. Alors ça va s'arrêter là, j'ai tout de suite lancé l'animation. Mais donc là, vous voyez cette image-là, qui est la dernière, donc, qui est une image hyper classique, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de quand on représente un cube avec un carré à l'intérieur d'un carré et puis les coins qui sont reliés. Là, on a un petit cube à l'intérieur d'un grand cube et les sommets qui sont l'un à côté de l'autre sont reliés. Là, ça ne se voit pas très bien selon sa perspective, mais vous voyez que là, ici, là, ces deux sommets sont reliés. Et puis pareil ici, même si ça ne se voit pas bien, et là aussi, et sur les 8. Et ouais, là, on commence à voir l'animation de Wikipédia, effectivement. Alors, le truc, c'est que là, j'ai gardé tous mes paramètres de rotation de tout à l'heure. Vous voyez, la rotation, j'ai choisi de faire à la fois une rotation selon l'angle X, selon le plan XY et YZ en même temps. Donc là, en fait, j'ai fait tout de suite un peu le truc un peu compliqué qu'on avait fait tout à l'heure, qu'on avait fait mardi dernier pour avoir des animations un peu plus jolies, parce que quand on faisait selon qu'un seul axe, bah, ça ne donnait pas grand-chose quand on était en projection orthogonale. Mais là, maintenant qu'on voit un peu mieux, on peut peut-être revoir ce que ça donne si on ne garde qu'un seul axe de rotation. Hop. Et là, je relance. Et donc, effectivement, pour ceux qui voient... Alors, je vais peut-être vous la remontrer. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vu, mais là, on commence bien à voir l'animation de Wikipédia. Hop, alors je vais juste... Hypercube. Je vais juste vous montrer ce qu'est l'animation de Wikipédia. Hop, je viens ici. Vous voyez, donc vous allez sur la page Hypercube de Wikipédia. Et... Hop. Vous avez cette animation où on voit le petit cube qui sort du grand cube et puis qui est remplacé par les arêtes suivantes. Et vous avez ce cycle qui se forme. C'est bon, je ne sais pas si vous voyez bien du coup la comparaison entre les deux là. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut un peu améliorer, c'est le fait que là le petit cube qui est à l'intérieur, il est quand même, il est pas beaucoup plus petit. Alors on peut peut-être le rendre un peu plus petit pour qu'on voit mieux la différence entre les deux cubes. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est se rapprocher un peu. Parce qu'en fait, plus on sera loin, plus notre point de vision est loin, plus on va se rapprocher d'une projection orthogonale. Et où on va retomber sur un cube où le petit cube à l'intérieur et le grand cube à l'extérieur vont être juste confondus. Donc, qu'est-ce qui se passe si on met d égale 5, par exemple? Alors, je vais rajouter aussi un petit peu de... Allez, on va rajouter un peu plus d'images pour voir si ça donne quelque chose de bien. Et là, ouais, effectivement, bah, ça y est, on le voit, quoi. On voit notre animation qui se fait. Donc là, on est carrément voilà, sur exactement le type de rotation qui est représenté donc, dans cette image de Wikipédia. Je vous laisse admirer. J'admire aussi. C'est toujours assez rigolo d'essayer de suivre, là, d'essayer de voir. Vous prenez un cube, là par exemple, on le voit, là, le petit cube du milieu, là, et essayer de le suivre des yeux, voir ce qu'il devient au fur et à mesure de l'évolution. Là, on voit qu'il est en train de sortir. Et puis là, petit à petit, il a une de ses faces qui s'agrandit, qui va venir un peu comme si on retournait une chaussette. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous le suivez encore. Et là, zoup, les deux faces, avant et arrière, s'inversent. Et en fait, ce petit cube qui était au milieu, petit à petit, est en train de devenir le grand cube qui est à l'extérieur. Là, hop, bientôt. Et là, vous voyez qu'on est revenu quasiment à l'image de départ dont on est parti, mais sauf que en ayant suivi le petit cube est devenu le grand cube et inversement. Ouais, c'est vrai que c'est... le truc, c'est qu'on est habitué
Est-ce que c'est possible d'apprendre à se représenter la quatrième dimension? Je pense que oui, dans une certaine mesure. Au bout d'un moment, on finit par s'habituer à certaines choses, on finit par s'habituer à certaines visualisations, à certaines compréhensions. Mais le truc, c'est qu'on pourra, enfin, pour arriver à la même intuition que celle qu'on peut avoir en 3D, c'est impossible parce que l'intuition qu'on a en 3D, on se la forge depuis qu'on est né, depuis tout petit. On a un monde en 3D en permanence sous les yeux, donc tous les jours on l'expérimente, tous les jours on confirme des intuitions, des visions, des choses comme ça. On ne peut pas s'immerger dans un monde en 4D de manière aussi permanente et aussi complète. Parce qu'en plus, là, on voit qu'un hypercube. C'est comme si depuis bébé, vous n'avez vu qu'un cube. On ne vous a jamais montré des objets complexes, ni des cylindres, ni des trucs plus compliqués en 3D. Évidemment, votre vision en 3D serait beaucoup moins complète si vous n'aviez pas cette habitude de voir des objets. Mais j'avais oublié que j'étais en live. Mais oui, on est en live. Et donc, on vient de faire l'hypercube. Alors, je vais vous la remontrer parce que là, c'était un peu saccadé. Je vais revenir, je vais lancer première. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand on le fait un peu moins saccadé. Mais oui, je pense que si on a vraiment envie de se faire une intuition sur la 4D, par exemple pour les mathématiciens, mathématiciennes qui travaillent dans ce domaine régulièrement, bah, au bout d'un moment, il y a quand même une forme d'intuition et de visualisation on n'a pas besoin de faire les calculs pour savoir déjà ce qui va se passer parce que notre cerveau apprend à réfléchir d'une certaine manière. Voilà, après, bon, évidemment, encore une fois, ça reste très incomplet. Mais c'est quand même quelque chose qui se travaille. Alors, j'ai dit que j'allais sur première. Alors, j'arrive et puis je vais vous montrer ce que ça donne parce que là, on vient de générer donc 80 images. Mais, alors, il est où? Voilà. Là, les images apparaissaient, zut. Les images apparaissaient au rythme où PauvRay les générait. Mais l'intérêt après, c'est de les faire défiler un peu plus vite. Voilà, je l'ai. Hop, je vous amène ça tout de suite. Voilà. Hop, on va agrandir un peu cet espace. Hop. On va venir au début. Et là, si on le lance, ah ben voilà, on voit quelque chose qui tourne de façon beaucoup plus fluide. Hop, je relance. Et ben donc, je crois que là, on peut dire qu'on a atteint notre objectif. C'est fascinant parce qu'on projette un cube en 2D, notre cerveau voit le volume, mais en fait, ça devrait nous faire le même effet si on se concentrait sur les carrés 2D qui se déforment. Oui, tout à fait. Si vous regardez un cube qui tourne en 2D et que vous essayez vraiment très fort d'oublier que vous essayez d'éteindre justement votre cerveau, cette intuition que vous avez de comprendre que c'est de la 3D, vous risquez de trouver ça très bizarre. Mais effectivement, notre cerveau est tellement habitué à faire ça tout seul que hop, je le relance. Peut-être je peux en mettre plus les uns à la suite des autres pour ne pas avoir le relancer trop longtemps. Non, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on a quand même bien bossé, donc on a le droit de l'admirer pendant assez longtemps. Alors après, bah, on pourrait, voilà, il y a toujours des choses qu'on peut rajouter là-dessus. Alors effectivement, là, est-ce que j'ai déjà mis... on voit que des points paraissent plus petits à certains endroits, mais là, c'est uniquement l'effet de PauvRay. C'est pas je crois pas qu'on a changé la taille des points.
Mais effectivement, les points, la 5D, non. Alors peut-être pas tout de suite. Euh, ça prendrait aussi un certain temps. Et puis en plus, alors, si on veut se lancer dans la 5D, c'est un peu galère parce que il faut définir sur PauvRay, on ne peut pas faire des vecteurs en 5D intuitivement. Je ne crois pas en tout cas. À moins qu'on puisse, mais c'est la 6D qui bloque. Je ne me rappelle plus très bien. En fait, là, dans PauvRay, je triche un peu parce que normalement, les vecteurs 4D, j'utilise le fait que c'est des objets qui sont utilisés pour définir des couleurs avec transparence. C'est-à-dire quand vous voulez une couleur, vous avez les coordonnées RGB et une couleur de transparence. Et donc, c'est utilisé comme ça, techniquement, ça revient à un vecteur de 4 dimensions. Et donc, ça peut être exploité dans ce contexte-là pour pouvoir faire des calculs vectoriels directement en 4D. Mais ça ne peut pas aller aussi loin qu'on veut. Et donc, après, il faut définir les vecteurs comme étant des tableaux. Il faut définir des tableaux. Et c'est un peu plus galère à faire. Mais donc en 4D, est-ce qu'on parle de face d'un hypercube ou on utilise un autre terme? Et dans ce cas-là, combien y en a-t-il? Alors ça dépend, parce que si on parle des carrés, des carrés qui sont dans l'hypercube, alors oui, on appelle ça encore des faces, c'est-à-dire c'est limite bidimensionnel en 2 dimensions. Mais un hypercube, il a aussi ce qu'on appelle des cellules, c'est-à-dire c'est limite en 3 dimensions. C'est-à-dire que de la même manière que sur un dé, un cube, il y a 6 faces carrées, eh bien, dans un hypercube, il y a 8. Oui, c'est bien ça, je ne me plante pas. Oui, c'est ça, il y a 8 cellules cubiques. Donc il y a 8 cubes qui sont... D'ailleurs, je vous montrais la page Wikipédia, elle est passée où? Oui, non, je l'ai enlevée. Alors attendez, je reviens. Hypercube. Vous voyez, dans la page... Alors là, on a la représentation de l'hypercube un peu... hop, pardon. Voilà, on a la représentation de l'hypercube classique, donc celle dont on est parti avant l'animation. Et il me semble... Alors, il me semble que quelque part, voilà, on a cette image-là. Et donc ça, c'est un patron d'hypercube qui fait penser au patron de cube où on a 6 carrés dans un plan qui vont se replier. Alors là, ce patron d'hypercube, c'est quelque chose qui va se replier dans la 4e dimension. Alors là, on se dit, vous voyez, si on prend un des cubes qui est sur le côté et qu'on essaye de le plier, on se dit, mais ça va se déchirer, c'est pas possible. Bah, parce qu'on pense en 3D. Mais en 4D, c'est ce qu'on a dit quand on a défini nos rotations. En 4D, on ne tourne pas autour d'un axe, on tourne autour d'un plan. Et donc là, les petites faces qui dépassent, les petits cubes qui dépassent, eh bien, on peut les faire tourner en 4D autour de leur plan, de leur plan de contact avec le cube d'à côté. Et on va pouvoir les faire tourner, les unes autour des autres pour replier ça en un hypercube. D'ailleurs, ça pourrait être quelque chose de rigolo aussi à faire, d'animer ça pour faire le repliement en un hypercube. On va pas faire ça ce soir parce que là, pour le coup, ça pourrait prendre un peu de temps. C'était moi qui avais fait une animation du patron qui se replie. Est-ce que j'avais fait ça? J'avais fait il y a longtemps, j'ai fait une série de vidéos sur la 4e dimension où je parlais de l'hypercube. Mais est-ce que à cette époque, j'avais eu le courage de faire? J'en ai pas le souvenir, je crois pas. Je crois pas que j'avais fait une... Ça me dit rien en tout cas. Non, ça m'étonnerait que ce soit moi. Honnêtement, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Est-ce que ce serait plus compliqué de le développer en Python? Alors, je connais... je sais pas comment faire pour... je connais pas j'ai pas l'habitude d'utiliser Python pour faire de la 3D. Mais si vous avez une bibliothèque Python qui fait de la 3D, a priori, c'est juste exactement le même code il faut juste adapter, quoi. Vous prenez le même code et voilà, c'est en fait juste les maths qui sont derrière sont exactement les mêmes, quel que soit le langage de programmation. Hop, non, il n'est pas enregistré.
Hop. Bon, bah donc voilà. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu, hein. Au début, j'imaginais qu'on allait arriver à ce résultat dès le live de mardi dernier. Donc il aura fallu un peu plus de temps. Mais finalement, on est arrivé. Ah si, c'est moi? Vous êtes sûr? Bah, il faut me redire où, parce que je sais plus. C'était dans la série de vidéos sur la 4 dimensions? C'est bizarre, ça me dit rien du tout. Dimension supérieure. Les abonnés attendent toujours une vidéo sur l'hypercube de dimension 7 ou 8. Ah oui, non, ça c'était dans le... Ça, c'était une vidéo plus récente où je parlais des identités remarquables, c'est ça? Des identités remarquables qui peuvent se représenter. Donc, A plus B au carré, ça se représente en 2 dimensions. A plus B au cube en 3 dimensions, etc. Mais je crois que j'avais fait la dimension 7 ou 8 à la fin. Ah, 4e vidéo, 16 minutes 5. Alors, attendez, on va aller voir ça. Hop, qu'est-ce qu'il dit? Vidéo. 4e. Alors, attendez. Hop. Ah oui, non, il me montre de la pub. Alors, attendez. On va... Hop, je passe ça là. Hop. Ça va me permettre de me revoir. Alors oui, pardon, ça c'est de la pub. Ignorer. Oh là là, j'avais des cheveux. Alors attendez, à quelle minute vous dites? 16 minutes 5? 16 minutes 5. Ah oui, donc c'est sur la toute fin. Vous entendez le son là ou pas quand je mets le... Ouais, vous avez vu ça, c'était ma période cheveux déjà rasés. Ça fait très longtemps que je me rase plus comme ça. Et je commençais déjà à perdre mes cheveux, mais comparativement, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup maintenant. Ah, vous entendez le son, mais en faible. Alors je pense que c'est parce que... ah oui, peut-être audio du bureau. Est-ce que si je mets ça, vous l'entendez? Utiliser la méthode de la perspective que nous avons vue dans le 2e épisode. Et grâce à cette méthode, nous pouvons voir ce patron d'hypercube qui va se replier sur lui-même pour donner une projection d'hypercube. Et comme nous l'avions vu dans l'épisode 2, nous avons l'impression ici que j'avais eu le courage se de faire ça, déforme en faisant le pliage du patron, mais en réalité, ils ne se déforment pas du tout, ce sont toujours des cubes, ils nous apparaissent juste déformés du fait de la perspective. Et donc, ça date de quand ça? C'était il y a 9 ans. Donc, c'était, ouais, je pense que c'était vraiment mes débuts avec Povray. Je sais pas si je l'avais déjà utilisé, mais je sais que cette série de vidéos sur la 4e dimension, donc en 4 vidéos, fait partie des moments où j'ai beaucoup appris sur Povray parce que j'en ai fait pas mal des animations comme ça. Et donc, ça a été vraiment le moment où je commençais. Période Éric Antoine. Ouais, c'est un peu l'idée. Et alors, je voyais juste avant dans le... Hop. Tout à l'heure, on parlait des cellules et tout ça. J'ai cru voir passer un tableau tout à l'heure en faisant défiler. Ah voilà, hop. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Et ça c'est voilà, c'est encore une fois... Alors, je vais peut-être l'agrandir un peu. Hop. Ça, c'est le tableau qui donne selon les dimensions. Donc, vous voyez sur le côté, là, vous avez toute la famille des cubes et hypercubes en commençant à la dimension 0. Donc, dimension 0, c'est toujours un point. Puis après, vous avez le segment en dimension 1, le carré, le cube, l'hypercube. Et puis après, je ne les ai pas dessinés, mais j'ai marqué hypercube dimension 5D, 6D, 7D, etc. Et à chaque fois, vous avez le nombre de sommets, d'arêtes, de faces, de cellules. Alors, si vous regardez juste le cube... Bah, il a 8 sommets, il a 12 arêtes, il a 6 faces et il a une seule cellule, c'est lui-même tout entier. Et l'hypercube en dessous, bah, il a 8 cellules, c'est-à-dire qu'il est composé de 8 cubes. Il est composé de 8 cubes qui sont repliés pour former ça.
Et en fait, la logique de ce tableau, elle se comprend assez bien. Vous voyez que, alors déjà, là, en diagonale, vous n'avez que des 1. C'est-à-dire que quand vous avez, quand vous avez un cube, vous n'avez qu'un cube. Quand vous avez un hypercube, vous n'avez qu'un hypercube, etc. Donc à chaque fois, quand vous êtes en dimension 5, vous n'avez qu'un seul élément de la dimension dans laquelle vous êtes. Et sur la colonne, ici, la colonne complètement de droite, vous n'avez que les puissances de 2. Parce qu'à chaque fois, vous dédoublez en fait. Vous partez d'un point. Pour faire un segment, le point, vous le déplacez et vous avez 2 points qui sont les 2 extrémités de votre segment. Puis après, votre segment, vous le déplacez perpendiculairement à lui-même. Donc, vous avez les 2 points du segment de base et les 2 points du segment final. Donc, vous êtes passé à 4. Et puis après, quand vous avez le cube, vous déplacez votre carré perpendiculairement à lui-même. Et donc, vous avez les 4 sommets de base plus les 4 supérieurs suite au déplacement. Donc, ça double à chaque fois. Et pour trouver à chaque fois pour trouver les nombres intermédiaires, ceux qui sont à l'intérieur du triangle, si on regarde par exemple le nombre 12 là, pour le nombre d'arêtes, encore une fois, pour faire un cube, vous prenez un carré et vous le dédoublez. Donc déjà, vous doublez le nombre d'arêtes. Donc le carré, il a 4 arêtes, vous doublez, vous obtenez 4 plus 4, ça fait 8. Seulement, en le dédoublant, chaque sommet va laisser une trace perpendiculaire qui, elle aussi, est une arête. Donc, vous avez déjà 8 arêtes du dédoublement, plus un certain nombre d'arêtes qui correspond au nombre de sommets du carré. Donc, vous faites 2 fois le 4 qui est au-dessus, plus le 4 qui est juste au-dessus à gauche. Et là, vous avez la règle générale. Par exemple, là, le 80, dans un hypercube en 5D, vous avez 80 faces. Mais vous faites 2 fois le 24 qui est au-dessus, donc ça fait 48. Puis vous ajoutez le 32 qui est à côté, qui laisse la trace. Donc ça fait bien 48 plus 32, oui, ça fait bien 80. Donc voilà, ça c'est l'idée que vous avez quand vous... c'est comme ça que vous arrivez à remplir entièrement ce tableau avec ce règle. Oui, c'est un peu la même... c'est un peu la même idée que le triangle de Pascal. En tout cas, c'est le même type de... Ça fait partie de la même famille de triangles comme ça qui se déduisent à chaque fois à partir de la ligne au-dessus. Chaque ligne se déduit directement par toujours la même règle de la ligne qui est au-dessus. Ah oui, pour représenter une hypersphère, c'est un peu... c'est pas très intéressant en fait, parce que quand vous projetez une hypersphère, quelle que soit la direction dans laquelle vous la projetez, ça donne toujours alors si vous la projetez en 2D, ça donnera un disque. Si vous la projetez en 3D, ça donnera une sphère. C'est assez compliqué d'appréhender l'hypersphère, mais d'en donner une représentation qui ne soit pas juste totalement banale et qui ne dit pas grand-chose et qui ne fait pas vraiment comprendre pourquoi c'est un objet de la 4e dimension. Faire tourner une hypersphère, elle reste identique à elle-même. Un hypercube, ça peut se faire tourner parce que quand on lui change son orientation, il change d'apparence. Même s'il a des symétries, si on le fait tourner de 90 degrés, il revient à son apparence de départ. Mais au moins, entre les deux, il y a des étapes un peu intermédiaires qui sont intéressantes et qui permettent de voir des choses qui bougent. Une hypersphère, vous ne voyez rien qui bouge. C'est pas très intéressant à représenter. Nouvelle carte, Banner Tarski, je dédouble ton hypersphère. Ah, ça, c'est une référence à mon jeu de cartes dont je parlais la dernière fois. Il faudrait que je le retrouve. Je suis un peu dans les... Je suis toujours dans les travaux. Je vous ai dit que j'ai fait les travaux là, sur mes étagères en début de semaine et fin de semaine dernière. Et ça fait presque 2 ans qu'on a déménagé là. Et j'ai encore plein de cartons là qui ne sont pas ouverts. Et du coup, je profite de ces travaux pour les ressortir et je vais bientôt les ouvrir. Et peut-être que je vais retrouver ce jeu de cartes façon carte Pokémon, mais avec des mathématiciens et des théorèmes. Si jamais je le montre, si jamais je le trouve, si je l'ai gardé, mais je pense que je l'ai gardé parce que j'ai une fâcheuse tendance à tout garder de manière un peu excessive. Mais en tout cas, ouais, je vous montrerai ça. Je pourrais faire des unboxings aussi parce que j'ai des boîtes derrière sur lesquelles il y a juste marqué calculatrice. Donc ça doit être des vieilles calculatrices que j'avais il y a longtemps, mais qui ont passé un certain temps des vieilles calculatrices mécaniques qui ont passé un certain temps dans la cave avant et que je vais pouvoir ressortir et remanipuler. Et je vous montrerai ça quand je les aurai sortis.
Bon, alors en tout cas, bah, merci d'être venu. Je pense qu'on va s'arrêter là. La Caroline. Ah, Dr. Brognan parle de la Caroline. Mais je crois que la Caroline, elle n'est pas dans le carton. J'en ai une qui est ici. Attendez, je vais la chercher. Ah, j'ai fait tomber. Elle est directement ici sur les étagères. Alors attendez, il faut que je repasse. Oui, il faut que je remette mon micro. Oui, ben alors je ne sais pas exactement. Régulièrement, j'ai des messages, on veut la suite de la série sur les machines à calculer. Alors effectivement, une des raisons pour laquelle elle s'est arrêtée, c'est parce qu'un certain nombre des machines à calculer étaient dans des cartons dans la cave et pas forcément accessibles. Je ne sais pas si je vais revenir, je ne sais pas combien de temps, 4 ans, 5 ans après, en disant « Allez, c'est l'épisode 4 ». Ou si je vais trouver une autre façon de vous les montrer, mais en tout cas, je vais finir par vous les montrer. Alors voilà la Caroline. Machine entièrement mécanique qui permet de faire... Alors, bah, attendez, c'est idiot, pourquoi je vous le montre comme ça? Il faut que j'agrandisse. Hop, alors attendez, je vais baisser un peu la caméra. Est-ce que vous voyez comme ça son interface? Hop, alors là, ici, vous avez le bouton de remise à zéro. Et on peut faire des additions. Alors, je suis à l'envers, mais je vais essayer de... Je vais me mettre comme ça. Hop. Ah, j'ai pas prévu de bien la tenir. Donc par exemple, alors normalement les rouges c'est des machines qui étaient utilisées par des marchands, donc c'était essentiellement pour compter des sous. Et donc en noir vous avez les nombres entiers en francs probablement à une époque. Et là vous avez les centimes, donc c'est pour ça que vous avez 2 chiffres après la virgule, parce que quand on va dans les fractions d'unités monétaires, on va rarement au-delà du 2e chiffre après la virgule. Et donc si vous voulez faire, alors qu'est-ce que je fais au hasard? 44 plus, hop, donc je mets mon doigt sur le 7 ici, donc je vais rajouter un 70, donc hop, hop, et vous voyez que là, quand j'arrive au bout, la retenue se passe toute seule. Perso, j'ai inspiré ma déco de ton ancien décor, et en ce moment, je cherche à faire une collection de Rubik's Cube. Avec les 5 formes des solides de Platon. De quel ancien décor? Le décor avec l'anamorphose? Ou celui de l'époque de l'époque des vidéos sur la 4e dimension? Et alors ce qui est rigolo, alors attendez, je vais remettre à 0. Et évidemment, le truc qui est rigolo, c'est de mettre à 9999 et de rajouter 1. Ah zut, j'ai été trop loin, voilà. Hop. 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 Et là, vous voyez qu'on est à 9999. Et si j'ajoute 1, toutes les retenues vont se faire. Et hop, et voilà, ça passe à 0. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit en même temps, mais le bruit est particulièrement satisfaisant. On sent tous les ressorts qui sont à l'intérieur qui se détendent d'un coup et schlac. Et oui, on a... on a un overflow là qui est, on est revenu, on fait du calcul modulaire. Mais et ce qui d'ailleurs, ce calcul modulaire qui permet de, alors sur celle-ci c'est pas marqué, mais sur certaines il y a une gestion des soustractions, parce que là ces roues elles peuvent tourner que dans un sens, on peut pas faire de soustraction en tournant dans l'autre sens. Mais sur certaines machines de ce type-là, on gère les soustractions grâce justement à cet overflow, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont inscrits à l'envers, enfin on peut inverser l'ordre des chiffres. Là, vous voyez, on a le 9 en haut et le 1 en bas, et on peut faire l'inverse pour les soustractions. Et pour faire moins 1 par exemple, eh bien, on va simplement ajouter 9999. Parce qu'en fait là, oui c'est ça, on va non, on va pas ajouter 9999, si c'est ça. C'est-à-dire, oui, si c'est ça. Si je mets 1 et que maintenant j'ajoute 9999, je vais revenir à 0, et donc ça veut dire que j'ai fait moins 1. Et donc, voilà. Et si je veux faire moins 2, je vais ajouter 9998 et ainsi de suite. Ouais, c'est pas très très facile à manipuler. Et encore, c'est même pas la plus difficile. Il y en a vraiment, il y a des trucs avec des manivelles, avec des boutons. Là, j'en ai. Alors attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre?
J'ai celle-ci, par exemple, là. Alors, il faut que j'enlève le... Je vous montre celles qui sont à ma portée. Il y en a partout, hein. Je crois que je dois en avoir peut-être une 60aine au total dans la collection. Et là, vous avez ce truc-là qui est hyper lourd. Je sais pas si... je peux pas tenir très longtemps. Et vous avez, voilà, avec tous ces boutons. Et donc là, en fait, vous avez le chiffre des unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le chiffre des dizaines. Clac, clac, clac. Et si vous voulez, par exemple, ajouter 345, et ben, vous mettez vos doigts comme ça, sur un doigt sur 3, un doigt sur 4, un doigt sur 5. Et puis vous faites clac, 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 vous appuyez. Je ne sais pas si je vais... Non, là, elle est bloquée. Je pense qu'il va falloir que je la démonte et que je vois comment ça se passe à l'intérieur. Ou alors peut-être qu'il faut que je la remette à 0 simplement. Non. Non, bon, je vais pas essayer là. Mais voilà. Et alors celle-ci, elle était beaucoup utilisée parce que même si ça a l'air compliqué, l'intérêt c'est que ça permet quand même d'aller plus vite. Parce que je vous dis, on met les doigts sur 345 et puis on fait tac, 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 345 plus 345. Si on veut multiplier 345 par un certain nombre, eh bien, on peut appuyer sur les 3 boutons en même temps. Alors que sur d'autres machines à calculer, notamment je pense sur la Caroline, si on veut faire plus 345, si on met les 3 doigts et qu'on appuie tout en même temps, ça peut la faire bugger. Il faut vraiment faire unité, puis dizaine, puis centaine. Il faut les faire les unes après les autres. Ouais, ça peut ressembler à un accordéon, mais sauf qu'un accordéon, c'est plein d'air à l'intérieur, donc c'est plus léger, je pense. J'ai pas souvent tenu des accordéons dans ma main, mais je vous assure que là, vraiment, c'est lourd. Parce que c'est plein de mécanismes. À l'intérieur, c'est très dense en mécanisme, tout en métal. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça fera partie de... C'était un petit avant-goût de trucs que je finirai par vous montrer. Et oui, bien sûr, à un moment donné, je vous montrerai mes autres machines à calculer dès qu'elles seront sorties et remises en état pour celles qui ont besoin d'être remises en état. Voilà, donc c'est 5... Je sais pas de quand date ma dernière vidéo sur les machines à calculer, mais ça fait bien 4 ou 5 ans. Donc voilà. On peut faire un simplex en 4D. Donc les simplex, c'est les équivalents de... c'est la famille des tétraèdres. Oui, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. On va peut-être pas le faire maintenant, parce que ça va prendre un peu plus de temps. Et là, on va s'arrêter. Mais oui, on peut aussi faire des simplex qui tournent. Il faut... en fait, la famille des simplex, donc, on a d'abord un point. C'est comme pour le cube, on part d'un point. Et puis après, on place un autre point qui est à distance 1 du premier point. Puis après, on prend le milieu des deux et on place un autre point qui est à distance 1 des deux autres. Et donc, on obtient un triangle équilatéral. Et puis après, ce triangle, on prend le milieu du triangle équilatéral et puis perpendiculairement, on élève une hauteur jusqu'à ce que ce soit à distance 1 des trois autres. Et puis pour aller en 4D, c'est pareil, on va reprendre le milieu du triangle du tétraèdre. Et puis on va éloigner ce milieu en lui rajoutant une 4e dimension jusqu'à ce qu'il soit à distance 1 des 4 autres. Et donc là, on obtient ça. Alors il y a plusieurs façons de les générer, hein, les simplex, mais c'est la façon, disons, la plus intuitive a priori. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On est arrivé donc au bout de notre hypercube qui tourne. Donc, je vais mettre le replay probablement demain sur la chaîne YouTube. Et puis, je pense que le prochain... Enfin, oui, on n'a qu'à fixer ça maintenant. En fait, au début, je me suis lancé dans les lives sans savoir exactement si j'allais prendre un rythme particulier, mais comme là, pour cette première semaine, j'ai fait mardi, vendredi, on peut dire que c'est ça le rythme. Je pense que je ne vais pas en faire plus de 2 par semaine.
Mais on peut dire que si ça vous va, après il y aura peut-être quelques écarts, mais on peut dire que toutes les semaines, on se retrouve le mardi et le vendredi soir, 20h30, si ça vous va toujours. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Donc c'est nickel. Bah, merci beaucoup, Wayne. Moi aussi, ça me fait super plaisir de pouvoir interagir avec vous. J'ai pas encore le thème pour la semaine prochaine. J'ai plusieurs idées qui viennent. Peut-être justement jouer. Je vais voir si j'arrive à mettre en place quelque chose pour jouer de façon interactive avec vous la semaine prochaine. Si j'y arrive, on fait ça. On joue. Bah merci. Bonne soirée et on se retrouve très vite. Ciao.